Chaque printemps, entre 1843 et 1847, au moins 7 filles issues des familles de planteurs les plus riches du Mississippi disparurent sans laisser de traces. Aucun corps ne fut jamais retrouvé. Aucune enquête ne fut jamais menée à terme. Les familles affirmèrent que leurs filles avaient été envoyées dans des écoles de finition en Europe ou mariées à de lointains cousins à Charleston. Mais dans les archives oubliées du comté d'Adams, il existe un journal relié de cuir qui raconte une toute autre histoire. Une histoire d'un traitement si brutal, si méthodiquement cruel, que 3 hommes furent prêts à risquer leur vie pour y mettre fin. Voici le récit de ce qui s'est réellement passé dans la grange du domaine Kellerman et pourquoi le corps de Catherine Kellerman ne fut jamais retrouvé. Avant de poursuivre l'histoire de la plantation Kellerman et du secret le plus sombre jamais enterré par la bonne société du Mississippi, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, car des histoires comme celle-ci, des histoires qu'on a tenté d'effacer de l'histoire, doivent être racontées. Et dites-moi en commentaire de quel état vous écoutez. Voyons jusqu'où cette histoire peut se propager. La vérité sur le sort de Catherine Kellerman commença avec l'obsession de sa mère, mais elle se termina par une révélation qui ébranla les fondations mêmes de l'élite du Mississippi. Natchez, Mississippi, au printemps 1843, se dressait comme un monument à la prospérité sudiste et aux apparences soigneusement entretenues. Les familles de planteurs rivalisaient non seulement par leur récolte de coton et l'étendue de leurs terres, mais aussi par la pureté de leur lignée, l'élégance de leurs filles et le contrôle absolu qu'elles exerçaient sur chaque aspect de leur domaine. Le long des falaises surplombant le Mississippi, des demeures s'élevaient comme des temples blancs, chacune proclamant la supériorité de son propriétaire à travers ses colonnes grecques et ses jardins impeccablement entretenus, nécessitant des dizaines de mains asservies. Le domaine Kellerman occupait près de 4000 acres de terre cotonnière de premier choix à 15 miles au nord-est de Natchez. Lucinda Kellerman avait hérité de la propriété de son père en 1831, une situation rare qui la rendait à la fois riche et profondément rancunière face à l'attention que cette indépendance suscitait. À 42 ans, elle s'était imposée comme l'arbitre de la respectabilité sociale parmi l'élite des planteurs. Ses dîners étaient légendaires pour leur perfection maniaque. L'argenterie devait briller sous un angle précis. Les fleurs devaient être disposées selon le style français qu'elle avait étudié lors d'un bref séjour à la Nouvelle-Orléans. Sa propre silhouette restait filiforme, grâce à un régime d'eau vinaigrée et de corsets serrés à l'extrême, la laissant perpétuellement essoufflée, mais indéniablement à la mode. Catherine Kellerman, âgée de 19 ans, incarnait tout ce que sa mère méprisait. Là où Lucinda était anguleuse et dure, Catherine avait hérité de la tendance de son père défunt à prendre du poids. Selon les critères de 1843, elle était considérée comme grotesquement obèse, son corps refusant de se conformer à l'idéal élancé que Lucinda vénérait. Mais pour sa mère, le poids de Catherine n'était pas simplement une caractéristique physique. C'était une rébellion délibérée, une humiliation publique, une tache sur le nom des Kellerman qui s'aggravait chaque mois. « Elle mange comme une ouvrière des champs », disait Lucinda à ses confidents les plus proches, la voix dégoulinante de dégoût. « Je lui ai donné tous les avantages, toutes les opportunités pour devenir une dame de qualité, et elle me rend cette grotesque démonstration d'indulgence. » Ce que Lucinda ne mentionnait jamais et qu'elle ne pouvait peut-être pas s'avouer, c'est que la prise de poids spectaculaire de Catherine avait commencé après la mort de son père, Thomas Kellerman, en 1839. La cause officielle était une défaillance cardiaque. La vérité chuchotée, connue de quelques rares personnes, était que Thomas était mort dans son bureau, une bouteille vide de laudanum à ses côtés et une lettre adressée à Catherine serrée dans sa main, une lettre que Lucinda avait brûlée avant que quiconque ne puisse la lire. La plantation Kellerman fonctionnait avec l'efficacité brutale que Lucinda exigeait en toute chose. 237 personnes réduites en esclavage travaillaient dans les champs de coton, la maison, les jardins et les diverses dépendances nécessaires au bon fonctionnement du domaine. Parmi elles se trouvaient 3 hommes, qui deviendraient centraux dans l'histoire de Catherine, bien qu'aucun n'aurait pu anticiper le rôle qu'on les forcerait à jouer. Joshua Fletcher avait 34 ans. Né sur la plantation Kellerman, il avait été formé dès l'enfance comme forgeron. Ses mains, marquées par des années de travail au marteau, possédaient une force brute précieuse pour toute tâche exigeant de la puissance. Il parlait peu, observait beaucoup et conservait dans sa mémoire chaque cruauté dont il était témoin.
les accumulant comme des pièces qu'il espérait un jour dépenser au service de la justice. Le deuxième homme, Samuel Hayes, avait été acheté lors d'une vente aux enchères à Natchez, en 1841. À 28 ans, il avait déjà survécu à 3 propriétaires différents, chacun pire que le précédent. Ce qui le rendait précieux aux yeux de Lucinda n'était pas seulement sa force physique, mais son instruction. Son ancien maître, un marchand ruiné, l'avait utilisé pour tenir les comptes, une compétence rare et dangereuse pour une personne asservie. Lucinda voyait l'utilité de cette éducation, l'employant pour gérer les stocks de céréales et le bétail, toujours sous son étroite surveillance. Le troisième était un garçon de 16 ans nommé Daniel Cooper, acheté spécifiquement pour sa jeunesse et sa vigueur dans une plantation en déclin de Louisiane. Daniel avait été témoin d'horreur dans sa courte vie, ce qui lui avait laissé un bégaiement et une tendance à sursauter au moindre mouvement brusque. Mais il était aussi observateur d'une manière que d'autres ne l'étaient pas, remarquant des schémas et des détails qui se révéleraient plus tard cruciaux. La grange où se déroulerait l'histoire de Catherine se trouvait à l'extrémité est de la propriété principale. C'était une structure massive, construite en 1820 pour stocker les balles de coton avant leur transport vers le fleuve. En 1843, un entrepôt plus récent avait été bâti plus près de l'eau, et l'ancienne grange servait désormais au stockage des grains et à la réparation des équipements. Elle était isolée de la maison principale par un bosquet de chênes verts, invisible depuis les fenêtres du manoir. Un lieu parfait pour des activités nécessitant de la discrétion. Le journal de Lucinda, découvert des décennies plus tard dans un double fond de malle, révèle le moment précis où son plan prit forme. L'entrée datée du 15 mars 1843 dit « Aujourd'hui, j'ai observé la jeune Ashworth, autrefois une créature replète et impossible à marier, désormais transformée en une vision de délicate beauté. Madame Ashworth m'a confié la méthode de cette métamorphose miraculeuse. Le travail, un labeur constant et implacable. Le corps, poussé au-delà de ses limites, se consume lui-même. Il brûle l'excès et révèle la forme que Dieu avait voulu. Pourquoi ce remède serait-il réservé aux Ashworth? Pourquoi ma propre fille demeurerait-elle un monument à la gloutonnerie alors que le salut est si simple? J'ai les moyens, j'ai l'endroit, j'ai les travailleurs qui obéiront sans poser de questions. La transformation de Catherine commence demain. Ce que Lucinda n'écrivit pas, mais qui devint évident plus tard, c'est que la transformation de Margaret Ashworth avait eu un coup terrible. La jeune fille avait développé une toux persistante, qu'aucun médecin ne parvenait à guérir. Ses mains tremblaient constamment. Son regard avait une vacuité suggérant que quelque chose de fondamental s'était brisé en elle. Mais elle était mince, et dans le monde de Lucinda Kellerman, c'était tout ce qui comptait. La structure sociale de Natchez en 1843 reposait sur des couches de secrets et d'accords tacites. Tout le monde savait certaines choses qu'il prétendait ignorer. Tout le monde voyait des choses qu'il acceptait de ne pas voir. Cette conspiration du silence n'était pas passive. Elle était activement entretenue par une ingénierie sociale minutieuse. Questionner les affaires privées d'une autre famille revenait à inviter des questions sur les siennes. Exprimer de l'inquiétude pour le bien-être d'une fille suggérait que ses propres méthodes d'éducation pouvaient être suspectes. Le système se protégeait par une complicité mutuelle. Lucinda Kellerman avait bâti sa réputation sur sa compréhension et son exploitation de ses règles non écrites. Elle savait exactement jusqu'où elle pouvait pousser les limites du comportement acceptable avant de tomber dans le scandale. Elle savait quelle famille ne poserait aucune question, quel médecin délivrerait des certificats de bonne santé sans examen, quel ministre prêcherait la vertu de la discipline sans jamais en préciser les méthodes. Le 16 mars 1843, Lucinda convoqua Joshua, Samuel et Daniel à la maison principale. Il était inhabituel que des travailleurs des champs soient amenés dans le salon, et les 3 hommes se tenaient mal à l'aise parmi les meubles raffinés et la porcelaine délicate, conscients que leur simple présence violait les frontières soigneusement établies, séparant les 2 réalités de la plantation. « Messieurs, » commença Lucinda, sa voix empreinte de la fausse chaleur qu'elle utilisait lorsqu'elle donnait des ordres qu'elle attendait voir exécutés sans discussion. « J'ai une tâche spéciale pour vous. Ma fille Catherine a besoin d'une rééducation physique. Elle est devenue faible et indolente, inapte aux devoirs qui lui incomberont un jour, en tant que maîtresse de ce domaine. Vous superviserez ses travaux quotidiens dans la grange de l'Est. Vous veillerez à ce qu'elle travaille de l'aube au crépuscule. Vous consignerez ses progrès dans un registre que je vous fournirai, et vous ne parlerez de cela à personne, sous peine de châtiment.
Je pense inutile de préciser lequel. La menace flottait dans l'air, non dite, mais parfaitement comprise. La désobéissance signifiait le fouet, la vente vers les plantations de sucre brutales de Louisiane, ou pire encore. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Lucinda qui dépassait la cruauté habituelle d'une propriétaire imposant sa volonté. Il y avait de l'anticipation, presque de l'excitation, comme si elle s'apprêtait à mener une expérience dont elle attendait les résultats avec impatience. Catherine elle-même ne fut jamais consultée au sujet de cet arrangement. Le matin du 17 mars, elle fut conduite hors de sa chambre par la femme de chambre personnelle de sa mère et emmenée à la grange, portant encore sa chemise de nuit sous une simple robe de travail choisie par Lucinda. Le visage de la jeune fille ne montrait aucune surprise, seulement une profonde résignation, qui laissait entendre qu'il ne s'agissait là que du dernier épisode d'une longue série d'humiliations imaginées par sa mère. La première matinée dans la grange débuta avec une efficacité mécanique qui semblait répétée, comme si Lucinda avait planifié chaque détail de la dégradation de Catherine. Joshua, Samuel et Daniel avaient reçu leurs instructions avec une précision militaire. Catherine devait moudre le maïs à l'aide du moulin manuel en pierre, transporter des sacs de grains de plus de 20 kilos d'un bout à l'autre de la grange, puis fendre du bois jusqu'à ce que ses mains soient couvertes d'ampoules. Le travail n'était pas conçu pour être productif, mais pour épuiser. Chaque tâche était calibrée pour pousser son corps au-delà de ses limites, tout en produisant juste assez de résultats utiles pour justifier le labeur si quelqu'un venait à poser des questions. La grange amplifiait chaque son. Le frottement de la pierre contre le grain résonnait sous le haut plafond. La respiration laborieuse de Catherine devenait un rythme que les trois hommes se surprenaient à suivre inconsciemment. Les craquements des vieilles poutres semblaient marquer le temps comme une horloge, chaque gémissement du bois rappelant les heures qui s'écoulaient dans une brutalité monotone. Ce qui frappa le plus Samuel durant ces premiers jours fut le silence de Catherine. Elle ne se plaignait pas, elle ne suppliait pas, elle ne parlait presque jamais, sauf pour demander de l'eau, qu'ils avaient ordre de lui donner avec parcimonie. Son visage restait impassible pendant qu'elle travaillait, comme si elle s'était détachée de son propre corps et observait la scène de très loin. Lucinda arrivait chaque après-midi à 3 heures précises, ses jupons frottant le sol de la grange, tandis qu'elle tournait autour de sa fille comme un acheteur inspectant du bétail. Elle tenait un journal en cuir dans lequel elle consignait des mesures, des observations et des évaluations avec un détachement clinique. Poids estimé, 88 kilos, écrivit-elle le 20 mars. Le visage demeure bouffi. Les bras montrent une légère réduction de circonférence. Les mains développent des callosités, ce qui est regrettable mais nécessaire. Tempérament convenablement soumis. Le traitement progresse comme prévu. Mais les entrées du journal de Lucinda ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Ce qu'elle ne consignait pas, c'étaient les conversations privées qu'elle entretenait avec d'autres dames de plantation ayant des filles, qu'elle jugeait problématiques. Madame Helena Cartwright, dont la fille Rebecca avait été surprise en train de lire des écrits abolitionnistes introduits clandestinement depuis le Nord. Madame Beatrice Singleton, dont la fille Emma avait refusé 3 propositions de mariage jugées parfaitement convenables, affirmant vouloir étudier la médecine. Madame Constance Whitfield, dont la fille Sarah avait été découverte en train d'enseigner secrètement la lecture à des enfants réduits en esclavage. Ces femmes visitaient le domaine Kellerman sous divers prétextes. Thé de l'après-midi, consultation de jardin, discussion sur les événements mondains à venir. Mais elles demandaient toujours à voir la grange, et Lucinda acceptait toujours, les guidant à travers le bosquet de chênes pour leur faire observer la transformation de Catherine. « Vous voyez » disait Lucinda, en désignant la silhouette épuisée de sa fille. « Le corps répond à la discipline comme l'esprit. 3 semaines de travail approprié, et déjà l'excès commence à fondre. Imaginez ce que 3 mois pourraient accomplir. 6 mois. 1 année. » Les visiteuses prenèrent des notes. Elles posèrent des questions sur les méthodes, la durée, la supervision. Elles s'enquéraient des restrictions alimentaires et demandaient si Catherine bénéficiait de tant de loisirs. Lucinda répondait à chaque question avec l'enthousiasme d'une scientifique, partageant une découverte majeure. « Aucun loisir », confirmait-elle. « Le loisir est ce qui a créé ce problème. L'oisiveté et l'indulgence sont des sœurs qui engendrent la faiblesse chez nos filles. Ici, Catherine apprend la valeur du travail. Elle apprend que le confort doit se mériter. Elle apprend que son corps ne lui appartient pas au point de le détruire par la gloutonnerie. En avril, les premières autres jeunes filles arrivèrent.
Rebecca Cartwright fut envoyée dans une grange située sur la propriété de sa famille, surveillée par 3 hommes réduits en esclavage, ayant reçu les mêmes instructions que Joshua, Samuel et Daniel. Emma Singleton suivit 2 semaines plus tard, puis Sarah Whitfield. Chaque famille adapta l'approche à ses besoins particuliers, mais le principe restait le même: l'isolement, le labeur et la destruction de la volonté déguisée en amélioration physique. Ce qu'aucune de ces mères n'avait anticipé, c'était que leurs filles puissent communiquer entre elles. Les plantations étaient dispersées à travers le comté, mais les travailleurs réduits en esclavage se déplaçaient d'un domaine à l'autre, transportant nouvelles et messages. Daniel, parfois envoyé livrer du grain dans les propriétés voisines, commença à remarquer un schéma. Des granges autrefois utilisées pour le stockage devenaient soudain interdites. De jeunes femmes blanches, autrefois omniprésentes lors des rassemblements mondains, disparaissaient brusquement. Leur mère expliquait qu'elles étaient malades ou en visite chez des parents. « Il y en a d'autres », murmura Daniel à Samuel un soir, alors qu'ils sécurisèrent la grange pour la nuit. « Je les ai vues. Des filles qui travaillent comme Catherine, aussi fatiguées, aussi effrayées. » Samuel sentit un froid s'installer dans son ventre. Ce dont ils étaient témoins n'était pas un acte isolé de cruauté. C'était un système soigneusement construit, en pleine expansion. À l'intérieur de la grange, quelque chose d'inattendu se produisait chez Catherine. Le travail était brutal, conçu pour la briser, mais c'était aussi la première fois depuis des années qu'elle échappait à la surveillance et aux critiques constantes de sa mère. Dans la grange, elle n'était qu'un corps accomplissant des tâches. Il n'y avait pas de miroir pour lui renvoyer l'image de son échec à atteindre des normes impossibles. Pas de dîner où elle était exhibée comme la preuve vivante de la déception maternelle. Et il y avait Joshua, Samuel et Daniel, qui la traitaient avec un respect prudent, qui la surprenait. Ils ne se moquaient pas de sa corpulence. Ils ne commentaient pas son apparence. Lorsqu'elle peinait sous une charge particulièrement lourde, Joshua se plaçait discrètement pour en prendre une partie du poids sans attirer l'attention. Quand ses mains saignaient à cause du bois rugueux, Samuel lui apportait des linges propres et lui montrait comment les bander pour éviter l'infection. Quand elle trébuchait d'épuisement, Daniel la rattrapait et l'observait sans jugement. La première fois que Catherine parla d'autre chose que pour demander de l'eau fut le 8 avril, 6 semaines après le début de son enfermement. Elle se reposait durant la courte pause de midi, et Joshua réparait un outil non loin. « Est-ce que vous me détestez ?» demanda-t-elle doucement. Les mains de Joshua s'immobilisèrent sur ses outils. Il ne la regarda pas directement, sachant qu'un tel contact visuel pourrait être perçu comme une insubordination si quelqu'un les observait. « Non, mademoiselle, » répondit-il prudemment. « Vous devriez, » poursuivit Catherine. « Je suis tout ce que vous devriez haïr, la fille de votre propriétaire, vivant dans le confort pendant que vous souffrez. Moi, je me haïrais. » Joshua choisit ses mots avec la prudence d'un homme conscient que la sincérité pouvait lui coûter la vie. « La haine demande de l'énergie, mademoiselle. Une énergie qu'il vaut mieux consacrer à survivre. » Cette simple phrase ouvrit quelque chose en Catherine. Pour la première fois, elle commença à voir les 3 hommes non comme des extensions de la volonté de sa mère, mais comme des êtres humains piégés dans le même système cruel, bien que de manière profondément différente. Les conversations s'allongèrent, toujours chuchotées avec précaution durant les pauses ou à l'aube, avant l'inspection de Lucinda. Catherine apprit que Joshua avait une femme et 2 enfants vivant dans les quartiers, que Samuel avait autrefois vécu en ville et savait lire et écrire mieux que la plupart des hommes blancs, et que Daniel rêvait d'une liberté qu'il n'atteindrait peut-être jamais. En retour, les hommes découvrirent la vie de Catherine dans le manoir, qui était une autre forme d'emprisonnement. Les règles incessantes de maintien et de tenue, les critiques constantes sur chaque bouchée de nourriture, chaque mot prononcé, chaque respiration prise, l'isolement des autres jeunes de son âge, parce que sa mère la jugeait trop honteuse pour être vue. « Elle veut que je disparaisse », dit Catherine un matin de mai. Elle veut la fille qu'elle avait imaginée, pas celle que je suis. Je crois qu'elle espérait que ce travail me tuerait, pour pouvoir dire aux gens que je suis morte d'une maladie de dépérissement, et enfin se débarrasser de son embarras. Samuel, qui écoutait tout en faisant semblant d'organiser des sacs de grains, ressentit un frisson à ces mots, car il en venait à soupçonner la même chose. Les visites de Lucinda s'étaient espacées, mais lorsqu'elle venait, elle semblait déçue plutôt que satisfaite par la survie de Catherine. La jeune fille maigrissait, oui, mais elle devenait aussi plus forte grâce au travail. Ses bras montraient une musculature naissante.
Sa respiration était plus aisée. Elle ne dépérissait pas comme Lucinda l'avait peut-être espéré. Elle s'adaptait. Les entrées du journal de Lucinda Kellerman devinrent plus sombres à mesure que le printemps laissait place à l'été. Les observations cliniques cédèrent la place à la frustration, puis à des calculs froids, suggérant qu'elle envisageait des mesures plus extrêmes. 3 juin 1843. Catherine persiste dans sa corpulence malgré les rigueurs du travail. Réduction de poids minimale. Peut-être faut-il restreindre davantage les rations. Peut-être faut-il prolonger le travail jusque dans les heures nocturnes. La jeune Cartwright montre, m'a-t-on dit, une amélioration marquée. Pourquoi Catherine serait-elle différente? Ce que Lucinda ignorait, c'est que Joshua complétait les maigres rations de Catherine avec de la nourriture provenant des quartiers. Pas beaucoup, juste assez pour éviter la malnutrition dangereuse qui rendait les autres jeunes filles malades. Il le faisait au péril de sa propre sécurité, partageant des portions dont sa propre famille avait besoin, car il avait commencé à voir en Catherine quelque chose qui lui rappelait sa propre fille, une innocence fondamentale, un désir d'être vu comme un être humain plutôt que comme un objet. Mais d'autres changements étaient en cours, des évolutions subtiles dans la dynamique de la grange que nul n'avait anticipées. Catherine et Joshua avaient commencé à parler plus librement durant les longues heures de travail. Ce qui avait débuté par de simples échanges sur les tâches s'était transformé en conversation sur la vie, l'espoir et l'absurdité d'un monde qui accordait plus de valeur à certaines vies qu'à d'autres, en fonction de la couleur de peau ou de la forme du corps. « Ta mère me ferait fouetter rien que pour t'avoir regardé dans les yeux », dit Joshua un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à déplacer une pièce d'équipement brisée. Mais ici, dans cette grange, à travailler côte à côte, quelle est la différence entre nous? Nous saignons tous les deux, nous nous fatiguons tous les deux, nous désirons tous les deux être libres de ce qui nous enchaîne. Catherine n'avait jamais envisagé ce parallèle auparavant. Son enfermement était différent de celui de Joshua, certes, mais c'était malgré tout un enfermement. Elle ne pouvait pas quitter la grange. Elle ne pouvait pas décider de son propre corps, ni de sa propre vie. Elle n'existait que comme un problème à résoudre, un défaut à corriger. La première fois qu'ils se touchèrent avec intention, plutôt que par accident, eut lieu à la fin du mois de juin. Catherine soulevait un sac de grains lorsque ses forces la trahirent et qu'elle chancela. Joshua la rattrapa, et pendant un instant, ils restèrent si proches qu'ils pouvaient sentir le souffle l'un de l'autre. Aucun des deux ne recula. L'air entre eux sembla s'épaissir, chargé à la fois de danger et de possibilités. « Nous ne devrions pas, » murmura Catherine, sans pourtant faire un pas en arrière. « Non, » répondit Joshua, « nous ne devrions pas. » Pourtant, aucun ne bougea. Dans cette grange, isolée du monde, ils avaient créé un espace où les règles de la société des plantations semblaient lointaines, presque négociables. Ce qui suivit était peut-être inévitable, ou peut-être fut-ce un choix conscient, fait en pleine connaissance des conséquences, préférant la connexion humaine à la sécurité. Leur relation se développa dans des instants volés, Samuel et Daniel servant sans le savoir de sentinelles, les avertissant si quelqu'un approchait. Ce qui avait commencé comme du réconfort évolua vers quelque chose de plus profond, une affection véritable, transcendant les circonstances impossibles dans lesquelles ils se trouvaient. Mais les secrets finissent toujours par se révéler, et à la mi-juillet, Samuel et Daniel comprirent ce qui se passait. Aucun n'en parla directement, mais ils ajustèrent leur position pour offrir davantage d'intimité, créèrent des tâches nécessitant que Catherine et Joshua travaillent dans le coin le plus reculé de la grange, détournèrent le regard lors des rares moments où les deux cherchaient la proximité. « Cela finira mal », dit Samuel à Daniel un soir, après que Catherine eut été reconduite à la maison principale et que Joshua fut reparti vers les quartiers. Il n'existe aucune version de cette histoire qui se termine bien. Daniel, qui à 16 ans comprenait la cruauté du monde d'une manière qui aurait dû dépasser son âge, hocha lentement la tête. Peut-être, mais peut-être qu'il mérite un peu de bonheur, même s'il est bref. Peut-être que c'est tout ce que l'on obtient. Lucinda, absorbée par l'expansion de son réseau de granges de rééducation à travers le comté, ne remarqua pas le changement chez sa fille. Elle était trop occupée à documenter ses méthodes, à correspondre avec des familles intéressées jusqu'en Alabama et en Géorgie, et à calculer les profits qu'elle pourrait tirer en proposant son expertise comme consultante dans la réforme des filles récalcitrantes. Son journal du 12 juillet révélait ses ambitions. L'intérêt pour la méthodologie du traitement dépasse toutes les attentes. Madame Patricia Rutherford de Mobile,
a écrit pour demander un protocole détaillé. Elle a une fille qui insiste pour peindre au lieu de se concentrer sur des accomplissements convenables. Madame Vivienne Caldwell de Savannah s'informe des résultats, inquiète d'une fille ayant développé un intérêt inconvenant pour les affaires financières de la famille. Le potentiel d'expansion est considérable. Peut-être un traité publié sur le sujet. La correction de l'indolence féminine par le travail mesuré serait un titre approprié. Mais tandis que Lucinda planifiait son empire de cruauté, le corps de Catherine subissait une transformation sans rapport avec la perte de poids. Au début du mois d'août, elle commença à souffrir de nausées matinales. D'abord, elle les attribua à la mauvaise nourriture et à l'épuisement constant. Mais lorsque ses règles ne vinrent pas, elle comprit. Elle le dit d'abord à Joshua, lors d'un moment de calme, alors que Samuel et Daniel étaient occupés à l'autre bout de la grange. « Je suis enceinte », murmura-t-elle, sa main se posant instinctivement sur son ventre. « De ton enfant. » Le visage de Joshua traversa une succession d'expressions. La stupeur, la peur, puis une tendresse qui fit monter les larmes aux yeux de Catherine. Mais tous deux savaient ce que cela signifiait. Une grossesse serait impossible à dissimuler. Lorsque Lucinda la découvrirait, les conséquences seraient catastrophiques. « Ils te tueront », dit Catherine d'une voix brisée. « Ma mère te fera tuer pour cela. Peut-être vous trois, pour être sûr que personne n'en parle. » Joshua lui prit les mains dans un geste à la fois extrêmement dangereux et absolument nécessaire, sans se soucier de qui pourrait voir. « Alors nous avons encore du temps pour planifier. Nous avons le temps de trouver une issue. » Mais planifier nécessitait des informations, et les informations exigeaient de prendre des risques. Samuel, grâce à son instruction et à son accès occasionnel au bureau de la plantation, commença à rassembler ce qu'il pouvait. Actes de vente, registres fonciers, correspondance entre plantations. Il cherchait à comprendre l'étendue du réseau de Lucinda, à déceler une faille exploitable. Ce qu'il découvrit était pire qu'il ne l'avait imaginé. Caché dans un registre intitulé « Dépenses domestiques », se trouvaient des entrées suggérant qu'au moins 4 autres jeunes filles avaient subi le traitement de Lucinda avant Catherine. À côté de chaque nom figurait une dernière mention, disposée pour cause naturelle ou transférée à de la famille au Texas ou simplement résolue. « Qu'est-ce que ça veut dire, résolu ?» demanda Daniel lorsque Samuel lui montra les pages tard dans la nuit. L'expression de Samuel était sombre. Rien de bon du tout. Le schéma était clair. Les filles qui ne répondaient pas au traitement, qui ne perdaient pas de poids ou se montraient trop rebelles, disparaissaient simplement des registres. Leurs familles recevaient des certificats de décès ou des lettres expliquant qu'elles avaient été envoyées ailleurs pour leurs biens. Mais il n'y avait pas de tombe, pas d'adresse, aucune trace. « Catherine est en plus grand danger qu'elle ne le croit », dit Samuel. « Même sans la grossesse, si sa mère décide qu'elle a échoué, elle sera simplement résolue, comme les autres. » Il devait agir. Mais toute action nécessitait des ressources qu'il ne possédait pas. De l'argent, des documents, un moyen de transport. Les outils de la liberté étaient soigneusement tenus hors de portée de ceux qui en avaient le plus besoin. C'est Catherine qui proposa la solution impossible. « Le bureau de mon père », dit-elle. Avant de mourir, il y cachait de l'argent, des papiers aussi, des documents sur la plantation. Ma mère n'entre jamais dans cette pièce. Elle l'a fait verrouiller après sa mort. Mais je sais où est cachée la clé. Le plan qu'ils élaborèrent naquit du désespoir et de l'infime espoir que l'impossible puisse devenir possible. Catherine feindrait une aggravation de sa maladie due au travail, fournissant un prétexte pour être ramenée plus souvent à la maison principale. Lors de l'une de ses visites, elle accéderait au bureau de son père et récupérerait tout l'argent et les documents possibles. Avec ces ressources, Joshua, Samuel et Daniel tentèrent d'obtenir de faux papiers d'affranchissement et un passage vers le nord. Mais chaque étape exigeait autant de précision que de chance. Le bureau se trouvait au second étage du manoir, accessible seulement en traversant des pièces où les domestiques travaillaient sans cesse. La clé était dissimulée dans la chambre même de Lucinda, à l'intérieur d'une boîte à musique ayant appartenu à la grand-mère de Catherine. Et le timing devait être parfait. Lucinda devait être occupée ailleurs, les domestiques distraits, et les hommes de la grange devaient fournir un alibi expliquant pourquoi Catherine avait été autorisée à partir. Le 17 août 1843, ils tentèrent la première phase. Catherine se plaignit de violentes douleurs abdominales, criant avec une conviction telle que même Samuel, qui savait qu'elle jouait la comédie, en fut troublé. La mise en scène fonctionna. Lucinda,
irrité par l'interruption de sa correspondance de l'après-midi, ordonna que Catherine soit ramenée à la maison et confinée dans sa chambre. Si elle simule, elle retournera demain à la grange pour un travail doublé, annonça Lucinda. Si elle est réellement malade, le docteur Harrison l'examinera et lui administrera le traitement approprié. La simple mention d'un médecin terrifia Catherine. Tout examen révélerait sa grossesse. Elle avait peut-être 24 heures pour accéder au bureau et retourner à la grange avant que son état ne devienne impossible à dissimuler. Ce soir-là, tandis que Lucinda assistait à un dîner dans une plantation voisine, Catherine attendit que la maison s'installe dans sa routine nocturne. Elle en connaissait les rythmes. Les domestiques terminèrent leurs tâches vers 9 heures. La femme de chambre personnelle de sa mère se retirait à 10 heures. La maison demeurait silencieuse jusqu'à ce que le personnel de cuisine commence à travailler à 5 heures du matin. Elle disposait de 7 heures. La boîte à musique était exactement là où elle s'en souvenait, sur la coiffeuse de Lucinda. Les mains de Catherine tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit, grimaçant au son de la mélodie tintinabulante qui lui sembla assourdissante dans la maison silencieuse. La clé était là, petite et en fer, attachée à un ruban passé du bleu au gris. Le bureau de son père sentait le cuir ancien et le tabac, des odeurs qui ravivèrent des souvenirs d'un temps où tout n'avait pas encore basculé, avant la mort mystérieuse de son père, avant que la cruauté de sa mère ne s'exprime pleinement. Catherine s'accorda un bref instant de chagrin avant de se concentrer sur sa tâche. L'argent se trouvait dans un double fond d'un tiroir de bureau, exactement là où son père le lui avait montré des années auparavant. 300 $ en divers billets, une fortune, suffisante pour acheter un passage vers le nord et peut-être un nouveau départ. Mais ce furent les documents qui la bouleversèrent réellement. Des lettres. Des dizaines de lettres datant de 1839. Des lettres de son père à un avocat de Philadelphie, discutant de ses projets d'affranchir toutes les personnes réduites en esclavage sur la plantation Kellerman. Des lettres décrivant son horreur grandissante face à l'institution de l'esclavage, son éveil moral, sa détermination à agir selon sa conscience malgré les conséquences sociales et financières, et une dernière lettre, non scellée, adressée à Catherine elle-même. « Ma très chère fille, si tu lis ceci, alors je n'ai pas trouvé le courage dont j'avais besoin de mon vivant et ne l'ai peut-être trouvé que dans la mort. Ta mère te dira que je suis mort d'une défaillance cardiaque, et peut-être, d'une certaine manière, est-ce vrai? Mon cœur n'a pas été assez courageux pour s'opposer au mal auquel j'ai participé si longtemps. Je ne peux pas libérer ceux que j'ai réduits en esclavage tant que je suis en vie, car ta mère utilisera tous les moyens légaux pour m'en empêcher. Mais je peux faire en sorte qu'à ma mort, les moyens de leur liberté existent. L'argent dans ce tiroir est pour toi, mais j'espère que tu l'utiliseras, comme je n'ai pas su le faire, pour aider ceux qui méritent la liberté à l'obtenir. Pardonne-moi ma lâcheté. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul face à la cruauté de ta mère. Tu méritais un meilleur père. Il méritait un meilleur maître. Je méritais une meilleure âme. Catherine se tenait dans le bureau plongée dans l'obscurité, les mots de son père se brouillant sous ses larmes. Il n'était pas mort d'une défaillance cardiaque. Il s'était donné la mort, écrasé par la culpabilité et par l'impossibilité de changer un système dont il avait longtemps bénéficié. Et Lucinda avait dissimulé cette vérité, brûlé la lettre qu'il avait laissée et enfermé toute preuve de sa transformation. Catherine prit l'argent et les lettres, mais elle trouva aussi autre chose. Le testament de son père, jamais homologué, jamais exécuté. Dans ce document, il léguait la plantation non pas à Lucinda, mais à Catherine, avec des instructions explicites stipulant que toutes les personnes réduites en esclavage devaient être affranchies à sa mort. Lucinda avait dissimulé ce testament, continuant d'exploiter la plantation comme si elle en avait hérité légitimement, forgeant la signature de son mari défunt sur des documents destinés à maintenir son contrôle. C'était le levier dont ils avaient besoin, la preuve capable de détruire l'autorité de Lucinda, de remettre en cause les fondations mêmes de son pouvoir. Mais l'utiliser nécessiterait un accès au système juridique, à des avocats et à des tribunaux, qui n'écouteraient jamais un homme réduit en esclavage, ni une fille jugée incompétente par sa propre mère. Catherine retourna dans sa chambre au moment où le ciel commençait à s'éclaircir. Elle cacha l'argent et les documents dans la doublure d'un manteau d'hiver suspendu dans sa garde-robe, sachant que Lucinda n'y chercherait jamais durant les mois d'été. Le lendemain matin, elle déclara être rétablie et prête à retourner à la grange. Lucinda, soupçonneuse, mais incapable de prouver une simulation, accepta,
tout en lançant un avertissement qui glaça Catherine jusqu'aux os. « Le docteur Harrison viendra demain à la grange pour évaluer ton état physique », annonça Lucinda. « Il s'inquiète que le travail soit trop éprouvant. Je lui ai assuré que tu prospères sous ce régime et je m'attends à ce que tu confirmes mes propos. Toute suggestion contraire entraînera des conséquences que tu n'apprécieras pas. » La visite du médecin signifiait la découverte. La fin de tout. Ils avaient peut-être 24 heures pour agir. Lorsque Catherine retourna à la grange et révéla ce qu'elle avait trouvé, les quatre comprirent qu'ils venaient de franchir un seuil. Ils possédaient désormais des outils capables de contester le pouvoir de Lucinda. Mais les utiliser impliquerait de fuir la plantation, d'atteindre des autorités susceptibles d'écouter et de survivre assez longtemps pour raconter la vérité. « Nous partons ce soir », dit Joshua, sa voix empreinte d'une certitude qui contrastait avec leur situation désespérée. « Tous les quatre, nous prenons l'argent, les documents et nous fuyons. Ils nous traqueront, » avertit Samuel. « Chaque patrouille d'esclaves du Mississippi recherchera 3 hommes en fuite et une femme blanche. Nous ne ferons pas 10 miles. » Mais Catherine avait une idée, née d'années passées à observer la manipulation méticuleuse des apparences par sa mère. « Nous ne fuirons pas. Nous voyagerons. Je serai une veuve, voyageant avec ses domestiques, pour rendre visite à de la famille dans le Kentucky. L'argent paiera des documents de voyage à un faussaire de Natchez. Les lettres de mon père prouveront mon identité en cas de doute. Il nous suffit d'atteindre le fleuve et de réserver un passage sur un bateau à vapeur remontant vers le nord. » C'était un plan comportant 1000 façons d'échouer, mais c'était le seul qu'ils avaient. La préparation de leur fuite occupa les dernières heures de lumière. Chacun avait des tâches à accomplir sans éveiller les soupçons. Une danse délicate de normalité exécutée sur un socle de terreur. Le rôle de Samuel était le plus dangereux. Il devait entrer à Natchez après la tombée de la nuit et retrouver un faussaire connu seulement sous le nom de Crawford, un homme noir libre, opérant depuis un entrepôt près du front de rivière. Ses services étaient coûteux, et le trouver impliquait de traverser une ville de plus en plus hostile à toute personne noire après le coucher du soleil. Samuel emporta $50 de l'argent de Catherine, suffisamment pour acheter des documents de base, mais pas assez pour condamner tout le plan en cas de perte. Joshua se concentra sur la collecte des provisions nécessaires au voyage, de la nourriture non périssable, des vêtements appropriés et surtout des armes. Il parvint à subtiliser 2 couteaux dans la remise à outils de la plantation et les dissimula dans les poutres de la grange, hors de portée de toute inspection superficielle. Ce n'étaient pas de bonnes armes face à des fusils, mais c'était mieux que rien. La tâche de Daniel consistait à créer un alibi. Il resterait à la grange après le départ des autres, maintenant l'illusion que Catherine y était toujours enfermée. Le matin, lorsque Lucinda viendrait pour son inspection et découvrirait la disparition de Catherine, Daniel affirmerait qu'elle s'était échappée durant la nuit, l'ayant menacée avec un outil avant de fuir seule. C'était un récit qui lui vaudrait un châtiment, peut-être sévère, mais qui offrirait aux autres un délai précieux, avant que l'alerte ne soit donnée. Le garçon de 16 ans accepta ce rôle avec une gravité qui brisa le cœur de Catherine. « Je dirais qu'elle m'a menacé avec un outil », précisa Daniel en peaufinant son histoire. « Qu'elle était hors d'elle, que j'ai craint pour ma vie. Ils croiront qu'une femme blanche peut m'effrayer. Ils croiront que je suis un lâche, qu'ils le croient. » Catherine passa l'après-midi à écrire des lettres. Une à son père, qu'il ne lirait jamais, pour lui dire qu'elle avait trouvé son testament caché et compris son dernier acte. Une à Daniel, le remerciant pour son sacrifice et lui promettant que si elle survivait, elle reviendrait le chercher. Et une à sa mère. Celle-ci, elle n'avait pas l'intention de l'envoyer. Dans cette lettre, elle détaillait chaque cruauté, chaque humiliation, chaque moment de ses 19 années où Lucinda avait choisi l'apparence plutôt que l'amour, le contrôle plutôt que la compassion. « Je veux qu'elle sache, » dit Catherine en scellant cette dernière lettre. « Même si nous échouons, même s'il nous attrape et nous tue, je veux qu'elle sache que je l'ai vue pour ce qu'elle est, vraiment. Pas une mère, même pas une personne, juste une coquille vide enveloppée de tissus coûteux, confondant la cruauté avec la force. Juste au moment où l'on croyait avoir tout vu, l'horreur au Mississippi s'intensifie. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer d'histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite, car ce qui les attendait à Natchez allait tout changer. Samuel partit pour Natchez au coucher du soleil,
quittant la plantation avec l'aisance silencieuse de quelqu'un qui avait appris à se déplacer dans le monde sans être vu. Les 8 miles lui prendraient environ 3 heures à pied, en empruntant des chemins évitant les routes principales et les patrouilles. Dans la grange, Catherine, Joshua et Daniel attendirent. Le silence était oppressant, chaque minute s'étirant comme une éternité. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour se préparer, mais aucune préparation ne pouvait anticiper les milliers de variables hors de leur contrôle. Et si Samuel ne trouvait pas le faussaire? Et si les documents n'étaient pas convaincants? Et si Lucinda décidait de visiter la grange à l'improviste? C'est durant cette attente que Joshua aborda enfin ce qu'ils évitaient tous. Si nous sommes pris, ils me tueront. Samuel et Daniel aussi. Ils feront de nous des exemples. Mais toi, Catherine, ils pourraient te laisser vivre. Si cela arrive, si nous sommes acculés, tu devras tout nier. Dire que nous t'avons enlevé, forcer à nous aider. Sauve-toi. La réponse de Catherine fut immédiate et farouche. Je ne le ferai pas. Nous survivrons ensemble, ou nous échouerons ensemble. J'ai passé toute ma vie à me faire dire quoi faire, qui être, comment exister pour le confort des autres. C'est le premier choix qui m'appartient vraiment. Je vous choisis. Je choisis cela. Quoi qu'il arrive. Les mots restèrent suspendus entre eux, à la fois déclaration et adieu. Joshua la serra contre lui, et ils restèrent ainsi dans l'obscurité, ressentant le poids du choix impossible qu'ils venèrent de faire. Daniel, posté près de la porte, sentit des larmes qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il assistait à quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans leur monde. Un amour authentique traversant une frontière que toute la structure sociale avait été conçue pour empêcher. C'était à la fois magnifique et terrible, comme voir des fleurs éclore dans un bâtiment en flammes. Samuel revint juste avant minuit, et le soulagement visible sur son visage leur indiqua sa réussite avant même qu'il ne parle. « Crawford vous transmet ses salutations », dit-il en sortant un paquet de documents de l'intérieur de sa chemise. Papier de voyage pour Madame Catherine Kellerman, veuve, voyageant avec 3 domestiques vers Louisville, Kentucky. Il a inclus des lettres d'introduction pour un hôtel à Natchez et un billet de passage pour un bateau à vapeur. Cela avait coûté chaque centime des $50, mais le travail était de qualité. Les papiers passeraient de l'inspection, à moins qu'on ne les examine de trop près. Ils examinèrent les documents à la lueur d'une bougie. La contrefaçon était excellente, ornée de sceaux et de signatures d'apparence officielle, qui ne signifieraient rien pour la plupart des inspecteurs, mais suffiraient à créer une illusion de légitimité. Catherine y était décrite comme la veuve de James Kellerman, un mari fictif mort de la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Joshua, Samuel et Daniel étaient inscrits comme sa propriété, estimée à $3000, transportés vers le nord pour être vendus afin de régler les dettes de son défunt mari. L'ironie de ces papiers n'échappa à aucun d'eux. Voyager comme personne libre attirerait immédiatement les soupçons. Voyager comme propriétaire et bien leur permettrait de franchir les points de contrôle du Mississippi avec une relative facilité. Le système qui les asservissait devenait l'outil même de leur fuite. « Nous partons dans 2 heures, » décida Catherine. « Les routes sont les plus calmes entre 2 et 4 heures du matin. Nous marcherons jusqu'à Natchez en évitant la route principale. À l'aube, nous nous présenterons au bureau des bateaux à vapeur comme des voyageurs arrivés tardivement, cherchant un passage sur le premier bateau remontant vers le nord. » Le plan était solide, mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, la voix de Daniel les arrêta. « Mademoiselle Catherine, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'ai vu, mais dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. » Ils se tournèrent vers lui, et le visage du garçon exprimait une peur qui dépassait leur danger immédiat. « Les autres filles, » dit Daniel lentement, « celles qui étaient dans les granges des autres plantations. On m'a demandé de livrer du grain chez les Cartwright la semaine dernière. La grange où Miss Rebecca était détenue, elle était vide, pas seulement vide d'elle, mais nettoyée, récurée à fond, comme si quelqu'un avait effacé toute trace. J'ai demandé à un des travailleurs des Cartwright ce qui était arrivé à la jeune fille. Il n'a rien voulu dire, mais il m'a regardé avec une telle pitié. Ce genre de regard, ça ne veut dire qu'une chose. Les implications retombèrent sur eux comme un linceul. Rebecca Cartwright, la première des autres jeunes filles à subir le traitement de Lucinda, avait disparu. Pas transférée, pas envoyée ailleurs. Disparue d'une manière qui exigeait qu'une grange soit récurée pour effacer les preuves. « Combien ?» murmura Catherine. « Combien d'autres ?»« Je ne le sais pas avec certitude, » admit Daniel. « Mais j'ai vu 3 granges vidées et nettoyées. Cartwright, Singleton et Whitfield. »
Toutes ont commencé après les visites de votre mère. Toutes se sont terminées de la même façon. La bile monta dans la gorge de Catherine. Sa mère ne l'avait pas simplement utilisée comme cobaye. Elle avait créé un système qui assassinait de jeunes femmes à travers tout le comté, au nom de la perfection physique et de l'acceptabilité sociale. Et les familles, désespérées de corriger les défauts perçus de leurs filles, avaient été complices de leur mort. « Nous ne pouvons pas simplement nous sauver nous-mêmes, » dit Catherine, la voix tremblante de rage et de chagrin. « Nous devons révéler tout cela, les traitements, les morts, tout. » Mais Joshua secoua la tête, le visage marqué par la douleur. « Catherine, si nous essayons de dénoncer cela avant d'être en sécurité, nous mourrons avant que quiconque n'écoute. Nous devons survivre d'abord, atteindre des personnes qui ont le pouvoir d'enquêter. Alors, et seulement alors, la justice pourra être rendue. » Il avait raison, et Catherine le savait. Mais la pensée de laisser Daniel derrière elle, sachant que d'autres filles pouvaient souffrir pendant qu'il s'échappait, lui donnait l'impression d'être complice du mal même qu'elle voulait détruire. Ils rassemblèrent leurs maigres provisions. Les documents, l'argent restant, les couteaux, un peu de nourriture. Catherine prit un dernier objet, la lettre qu'elle avait écrite à sa mère. Elle ne l'enverrait pas, mais la conserverait comme trace de tout ce que Lucinda avait fait. L'adieu à Daniel fut bref, car un instant de plus les aurait tous brisés. Ils se tinrent à la porte de la grange, et Catherine l'enlaça, cet enfant qui sacrifiait sa sécurité pour la leur. « Je reviendrai te chercher, » promit-elle, « quand nous serons en sécurité, quand nous aurons le pouvoir d'agir. Tu ne seras pas oublié. » Daniel hocha la tête, incapable de parler. Il regarda les trois silhouettes se fondre dans l'obscurité, disparaissant dans le bosquet de chênes verts qui avait dissimulé tant de secrets de la grange. La marche jusqu'à Natchez dura 4 heures, et non 3. Ils avançaient lentement, s'arrêtant souvent pour écouter les patrouilles ou d'autres voyageurs. La nuit sans lune les aidait à se dissimuler, mais rendait le chemin traître. Catherine, peu habituée aux longues marches, peinait à suivre le rythme, mais avançait, portée par la terreur et la détermination à parts égales. Ils atteignirent les abords de Natchez, alors que le ciel commençait à pâlir. La ville s'animait déjà, ouvriers matinaux se dirigeant vers les quais, commerçants ouvrant leurs boutiques. Catherine utilisa un peu de leur eau précieuse pour se laver le visage et les mains, tentant de ressembler à une veuve respectable plutôt qu'à une fugitive ayant passé la nuit dans les bois. Le bureau des bateaux à vapeur occupait une place en vue sur le front de rivière, ses fenêtres déjà éclairées par des lampes. À l'intérieur, un employé était assis derrière un bureau, examinant des manifestes et des listes de passagers. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son expression passant de la courtoisie professionnelle à une légère surprise, en observant ce groupe inhabituel. Une jeune femme manifestement de bonne famille, malgré sa tenue froissée, accompagnée de 3 hommes réduits en esclavage. « Bonjour, madame », dit l'employé d'une voix neutre, celle de quelqu'un habitué à servir les riches sans poser de questions. « Que puis-je faire pour vous ?» Catherine avait répété cette scène des centaines de fois dans son esprit, mais maintenant qu'elle y était, sa voix faillit la trahir. Elle se força à soutenir le regard de l'homme, convoquant toute l'assurance impérieuse de sa mère. « Je souhaite un passage pour Louisville sur votre premier départ, » dit-elle en posant les documents falsifiés sur le bureau. « Mes domestiques et moi avons fait un voyage difficile, et je souhaite le terminer au plus vite. » L'employé examina les papiers avec un sérieux professionnel. Le cœur de Catherine battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Derrière elle, Joshua, Samuel et Daniel se tenaient la tête modestement inclinée, jouant leur rôle à la perfection. « Le Morning Star part à 8 heures, » dit enfin l'employé. « Je peux vous attribuer une cabine privée, madame, et des quartiers pour votre propriété dans la cale. »« Cela conviendra ?» répondit Catherine, même si le mot propriété lui retourna l'estomac. Elle compta l'argent de sa bourse, tandis que l'homme restait impassible en traitant la transaction. « Bienvenue à bord du Morning Star, Madame Kellerman, » dit-il en lui tendant les billets. « Je vous souhaite un voyage paisible. » Ils avaient réussi. Dans moins de 3 heures, ils seraient à bord d'un bateau à vapeur remontant vers le nord, loin du Mississippi, loin de Lucinda, loin de la grange et de tout ce qu'elle représentait. Catherine s'autorisa un souffle d'espoir. Mais alors qu'ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers le quai où le Morning Star était en cours de chargement, Samuel lui toucha doucement le bras. « Miss Catherine, » murmura-t-il, « on nous observe. » Elle suivit son regard vers un homme près d'un entrepôt,
vêtu comme un ouvrier du fleuve. Mais sa posture était étrange, trop alerte, trop concentré sur eux. Lorsqu'il croisa leurs regards, il se détourna et partit rapidement vers la rue principale. « Chasseur d'esclaves », souffla Joshua. Il a reconnu quelque chose. Il faut embarquer immédiatement. Ils se hâtèrent, vers la passerelle. Mais aller trop vite attirait l'attention. D'autres travailleurs commencèrent à les observer, leur conversation s'interrompant au passage de ce groupe inhabituel. Catherine sentit le poids des regards, les questions naître autour d'eux. Le capitaine du Morning Star se tenait en haut de la passerelle, vérifiant les passagers sur son manifeste. C'était un homme âgé, au visage buriné par des décennies de navigation fluviale. Ses yeux se plissèrent lorsqu'ils s'approchèrent. « Madame Kellerman, » dit-il en examinant le billet, « vous voyagez seule avec 3 domestiques masculins. Mon mari est décédé récemment, » répondit Catherine d'une voix ferme, malgré la terreur. « Je retourne auprès de ma famille dans le Kentucky. Ces hommes sont transportés pour être vendus afin de régler ses dettes. » Le regard du capitaine passa de Joshua à Samuel, puis à Daniel. Quelque chose traversa son expression, un soupçon que Catherine ne parvenait pas à identifier, mais qu'elle ressentit vivement. « Montez vite !» dit-il finalement. « Nous partons dans 1 heure. » Il gravira la passerelle, et Catherine ne se permit de regarder Natchez qu'une fois sur le pont. Lorsqu'elle le fit, son sang se glaça. L'homme qui les observait parlait maintenant avec urgence à 2 autres personnes, dont l'une était à cheval. Le cavalier fit volte-face et partit au galop sur la route menant aux plantations. « Ils vont prévenir ma mère, » dit Catherine. « Nous avons 1 heure avant qu'elle n'arrive avec la preuve que je ne suis pas veuve, que ces papiers sont faux, que nous sommes des fugitifs. » La mâchoire de Joshua se crispa. « Alors, prions pour que le capitaine accorde plus de valeur à son horaire qu'à l'envie d'aider une maîtresse de plantation. » Ils furent conduits jusqu'à la cabine de Catherine, une petite pièce propre, avec un lit unique et un hublot donnant sur le fleuve. Joshua, Samuel et Daniel furent dirigés vers la cale, mais le second du capitaine qui les escortait semblait distrait, leur permettant de rester près de la cabine de Catherine plus longtemps que le règlement ne l'aurait permis. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » murmura Samuel. « L'équipage sait quelque chose. Je le vois à la façon dont il nous regarde. » Le temps s'étira. Catherine observa par le hublot le chargement de la cargaison, l'embarquement des passagers, le soleil qui montait dans le ciel. Chaque minute les rapprochait du départ, mais aussi de la découverte. À 7h30, une agitation sur le quai attira son attention. Lucinda était arrivée, et elle n'était pas seule. Derrière sa calèche se tenaient 3 hommes à cheval, dont le shérif du comté, ainsi qu'un groupe de travailleurs de plantation armés de fusils. Sa mère descendit de la voiture avec une grâce terrible, le visage figé dans une fureur glaciale. Elle s'approcha du capitaine. Catherine ne pouvait pas entendre leurs paroles, mais voyait les gestes de Lucinda, autoritaires, exigeants. Le capitaine secoua la tête. La voix de Lucinda s'éleva, portant au-dessus de l'eau. « Cette fille est ma fille, et ces hommes sont des biens volés. » Le capitaine autorisa Lucinda à monter à bord, une décision qui scella leur destin. Catherine entendit les pas sur le pont, les voix se rapprochaient, et elle sut que leur heure d'espoir était terminée. La porte de sa cabine s'ouvrit brutalement. Lucinda se tenait dans l'encadrement, et derrière elle se trouvaient Joshua, Samuel et Daniel, tenus en joue par les hommes du shérif. « As-tu vraiment cru que tu pouvais t'échapper » La voix de Lucinda était calme, plus terrifiante encore que si elle avait hurlé. « Pensais-tu que je ne saurais pas? Que je ne te retrouverais pas ?» Catherine se leva, et pour la première fois de sa vie, elle ne ressentit aucune peur face à sa mère, seulement de la rage. « J'ai trouvé le testament de père, » dit-elle. « Je sais ce que tu as fait. Tu as volé la plantation. Tu as falsifié des documents. Tu as bâti ton empire sur le mensonge et le meurtre. » L'expression de Lucinda ne changea pas. « Ton père était un homme faible qui aurait détruit tout ce que notre famille avait construit. J'ai fait ce qui était nécessaire. »« Tu as tué ses filles, » dit Catherine. « Rebecca, Emma, Sarah, combien d'autres? Combien de filles sont mortes dans ces granges pendant que tu consignais leurs souffrances comme une scientifique étudiant des insectes ?» Pour la première fois, quelque chose vacilla dans le regard de Lucinda. Non pas du remords, mais la conscience que Catherine en savait trop. « Le traitement était valide, » déclara Lucinda froidement. Certains sujets n'avaient tout simplement pas la constitution nécessaire pour y survivre. Leur famille comprenait. Elle m'était reconnaissante pour ma discrétion dans l'élimination des preuves. Cet aveu désinvolte de meurtre,
Cette absence totale de conscience était plus glaçante que n'importe quelle menace. Catherine comprit alors que sa mère n'était pas simplement cruelle. Elle était au-delà de l'émotion humaine, un vide enveloppé de soie coûteuse. « Tu vas rentrer avec moi », poursuivit Lucinda. « Ces hommes seront pendus pour vol et agression. Les documents que tu as volés seront brûlés. Et tu poursuivras ton traitement, car tu portes la preuve de ta honte dans ton propre corps. » Elle savait. Lucinda savait pour la grossesse. « Le docteur Harrison a examiné ta chambre ce matin, » dit-elle en lisant l'expression de Catherine. « Il a trouvé certains éléments suggérant ton état. Il a confirmé mes soupçons. Tu vois donc, ma chère fille, ta situation est bien plus grave qu'une simple désobéissance. » Joshua se jeta en avant, mais un homme du shérif le frappa avec la crosse de son fusil, le mettant à genoux. Le sang coula d'une entaille au-dessus de son œil. « Arrêtez !» cria Catherine. « Je viendrai avec vous. Ne leur faites pas de mal. »« Oh, ils souffriront, » répondit Lucinda. « Ils serviront d'exemple. Mais d'abord, ils me diront qui d'autre connaît le testament de ton père. Qui d'autre a vu ces documents? »« C'est moi qui ai parlé, » dit Samuel, la voix claire malgré la terreur. « Beaucoup de gens savent. Nous avons envoyé des copies à des avocats de Philadelphie, à des abolitionnistes de Boston, à des journaux de New York. Même si vous nous tuez, même si vous détruisez Catherine, la vérité se répand déjà. C'était un mensonge, un bluff désespéré, mais livré avec une telle conviction que la certitude de Lucinda vacilla pour la première fois. « Vous êtes des esclaves analphabètes, » rétorqua-t-elle. Mais une once de doute perçait dans sa voix. « Je lis et j'écris mieux que la plupart des hommes blancs de ce comté, » l'interrompit Samuel. « Et j'ai passé 3 semaines à copier chaque document de votre bureau pendant que vous planifiez votre empire de torture. Chaque faux, chaque certificat de décès falsifié, chaque lettre organisant l'élimination des corps. Tout est documenté. Tout a été envoyé au Nord. Tout est prêt à être publié. » Ce n'était pas vrai. Mais en voyant le visage de sa mère passer de la certitude à la peur, Catherine comprit ce que Samuel faisait. Il gagnait du temps, semait le doute, forçait Lucinda à envisager des conséquences échappant à son contrôle immédiat. Le shérif s'avança, visiblement troublé. « Madame Kellerman, s'il existe des preuves d'actes répréhensibles, si des documents ont été envoyés aux autorités, il n'y a aucun document, » coupa Lucinda. « Cet esclave ment pour sauver sa misérable vie. » Mais Catherine vit le calcul dans les yeux de sa mère. Lucinda évaluait les risques. Si ne serait-ce qu'une partie de ce que Samuel avançait était vrai, l'exposition détruirait non seulement sa réputation, mais aussi sa liberté. Le meurtre pouvait être dissimulé au Mississippi, parmi une élite complice, mais pas si les journaux du Nord commençaient à poser des questions. « Prouvez-le », exigea Lucinda. « Montrez-moi que ces documents ont été envoyés. » Samuel soutint son regard. « La preuve arrivera avec les enquêteurs. Peut-être dans des semaines, peut-être dans des jours, mais elle arrivera. » L'affrontement dura un long moment. Puis Lucinda prit sa décision. « Shérif, mettez-les tous en détention. Enfermez-les dans la prison du comté jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Si des documents existent, nous les trouverons. S'ils n'existent pas, ces hommes seront pendus pour leurs mensonges. » Alors qu'on les faisait descendre du bateau à vapeur, Catherine croisa le regard de Joshua. Dans cet échange silencieux, elle vit un adieu. Ils savaient, tous deux, ce que signifiait la prison du comté, la torture pour obtenir des aveux, puis la mort, rapide ou lente, selon l'humeur de Lucinda. Pourtant, en descendant la passerelle, Catherine sentit quelque chose changer en elle. Elle avait 19 ans, était enceinte, et allait être emprisonnée par sa propre mère. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait fait des choix qui lui appartenaient réellement. Elle avait aimé qui elle voulait. Elle avait lutté pour la liberté. Elle avait vu le courage face à l'impossible. La prison était un bâtiment de pierre imprégné d'humidité et de désespoir. Ils furent immédiatement séparés. Catherine fut placée dans une petite cellule à barreaux. Joshua, Samuel et Daniel furent emmenés au niveau inférieur, réservé aux prisonniers réduits en esclavage. Lucinda rendit visite à Catherine ce soir-là. Elle n'apporta ni nourriture ni réconfort, seulement une évaluation glaciale. « Tu m'as coûté cher, » dit-elle. Le shérif pose des questions. D'autres familles s'inquiètent de leur propre traitement. Tu as créé des complications. Tant mieux, répondit Catherine. J'espère avoir détruit tout ce que tu as bâti sur la cruauté. Le sourire de Lucinda était terrifiant. Tu n'as détruit que toi-même. D'ici demain, j'aurai extorqué des aveux à ces hommes. D'ici une semaine,
Ils seront morts et enterrés dans des tombes anonymes. Et toi, ma chère fille, tu retourneras à la grange jusqu'à ce que ton état regrettable se résolve. Le docteur Harrison supervisera pour éviter toute complication. L'implication était claire, la grossesse serait interrompue, d'une manière ou d'une autre. Catherine survivrait, ou rejoindrait les autres filles qui avaient été réglées. « Tu ne peux pas continuer ainsi », dit Catherine. « Un jour, quelqu'un remarquera, quelqu'un enquêtera. »« Qui ?» demanda Lucinda calmement. « Le shérif qui dépend de l'influence de ma famille? Les médecins qui profitent de mon patronage? Les familles complices du sort de leur propre fille? Personne ne viendra te sauver, Catherine. Il n'y a que moi, et ce que je décide de ton avenir. » Elle partit, laissant Catherine seule, avec l'obscurité et le poids de son échec. 3 jours passèrent dans le silence. Catherine n'eut aucune nouvelle de Joshua, Samuel ou Daniel. Les gardes refusaient de répondre à ses questions. Elle recevait une ration minimale, de l'eau et du pain 1 fois par jour. Le 4e jour, Daniel apparut à la fenêtre de sa cellule. Son visage était tuméfié, un œil fermé par l'enflure, mais il était vivant. « Miss Catherine » chuchota-t-il avec urgence. « Écoutez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Où sont Joshua et Samuel » demanda Catherine en agrippant les barreaux. Le regard de Daniel répondit avant ces mots. « Joshua est mort. Ils l'ont emmené il y a 2 nuits. Ils ont dit qu'il était transféré. Mais on sait ce que ça veut dire. Samuel est encore en vie, à peine. » Il l'interroge. Le chagrin fut immédiat et écrasant. Joshua était mort, le père de son enfant, l'homme qui lui avait appris ce qu'était le courage. « Je suis désolé, » poursuivit Daniel en larmes. « Mais Samuel, avant qu'il ne le brise complètement, il a vraiment envoyé une lettre au Nord. Pas des copies de tout, mais une lettre à un contact abolitionniste en Pennsylvanie. Il l'a envoyée il y a des semaines, quand il a commencé à soupçonner ce que faisait ta mère. Il a tout raconté. Les granges, les filles disparues, tout. » Le cœur de Catherine bondit d'un espoir désespéré. « Viendront-ils? Quelqu'un le croira-t-il? » « Je ne sais pas, » admit Daniel. « Mais vous devez survivre jusque-là. Quoi que votre mère prépare, vous devez tenir. Si des enquêteurs arrivent et que vous êtes morte, il n'y aura plus personne pour témoigner. Vous êtes la seule témoin qu'on ne peut pas balayer comme une esclave menteuse. » Il avait raison. Sa survie dépassait désormais sa propre vie. Elle était nécessaire pour Rebecca, Emma, Sarah et toutes les autres. « Comment survivre » demanda Catherine. « Obéissez » répondit Daniel. « Acceptez tout. Faites-lui croire que vous êtes brisé. Et attendez. » Ce soir-là, lorsque Lucinda revint, Catherine joua le rôle. Elle pleura. Elle demanda pardon. Elle promit d'obéir. La performance fut convaincante, car les larmes étaient réelles, nées de la rage, non du remords. Satisfaite, Lucinda organisa le retour de Catherine au domaine, non à la grange, mais dans une pièce verrouillée du manoir, où le docteur Harrison pourrait, discrètement, s'occuper de son état. Les semaines suivantes furent un brouillard d'isolement et de peur. La grossesse progressa malgré la faim et le stress. Le docteur Harrison venait régulièrement, froid et clinique. Catherine comprit le plan. Elle mènerait la grossesse à terme, l'enfant serait ensuite pris et éliminé, et elle serait déclarée victime d'une mortinescence tragique. Mais fin octobre, quelque chose changea. Le docteur arriva avec une urgence inhabituelle. Catherine entendit des voix s'élever en bas. Dans le ton de Lucinda, il y avait une panique qu'elle n'avait jamais entendue. Le lendemain matin, Catherine fut emmenée en toute hâte vers Natchez. Au tribunal du comté, elle entra dans une pièce où 2 hommes en tenue formelle l'attendaient. Ils se présentèrent comme des enquêteurs de la Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie, envoyés examiner des accusations contenues dans une lettre reçue du Mississippi. « Madame Kellerman s'est montrée très coopérative », dit l'un d'eux, sur un ton laissant entendre qu'il n'y croyait pas. « Mais nous avons besoin du témoignage d'autres personnes. Vous êtes bien Catherine Kellerman ?» Catherine regarda sa mère, droite sur sa chaise, le visage figé par une colère maîtrisée. Puis elle se tourna vers les enquêteurs. « Oui, » dit-elle, « et j'ai beaucoup à vous dire. Le témoignage dura des heures. Catherine raconta tout. La grange, le travail forcé, les filles disparues, le testament caché de son père, les faux, les meurtres déguisés en mort naturelle. Les enquêteurs prirent des notes. Le tableau complet de l'entreprise de Lucinda apparut. Quand Catherine parla de sa grossesse et de l'exécution de Joshua, l'expression d'un enquêteur s'assombrit. « Cet homme a été exécuté sans procès. Sur ordre de ma mère ?» confirma Catherine. « Le shérif a obéi.
Son corps n'a jamais été rendu. Lucinda resta silencieuse. Mais les preuves s'accumulaient. Samuel, à peine vivant, témoigna. Daniel confirma chaque détail. Le procès qui suivit fut l'un des plus scandaleux de l'histoire du Mississippi. Lucinda Kellerman fut inculpée pour meurtres multiples, falsification et vol de propriété. D'autres familles de planteurs furent inquiétées. Certaines prirent la fuite. D'autres détruisirent des preuves. Lucinda fut condamnée en janvier 1844 à la prison à vie. Elle mourut 2 ans plus tard, enterrée dans une tombe anonyme, son nom effacé des pages mondaines qu'elle avait autrefois dominées. Catherine donna naissance à un fils en février 1844. Elle le nomma Thomas Joshua, en hommage à son père et à l'homme qu'elle avait aimé. Grâce au testament légitime de son père, elle hérita de la plantation Kellerman et engagea immédiatement l'affranchissement de toutes les personnes réduites en esclavage. Samuel survécut et resta comme travailleur rémunéré. Daniel resta lui aussi, poursuivant enfin une éducation. Ensemble, ils bâtirent quelque chose d'inédit, une plantation du Mississippi sans esclavage, dirigée par ceux qui avaient autrefois été considérés comme des biens. La grange fut détruite au printemps 1844. Sous ses fondations, on découvrit des restes humains, 7 squelettes, 7 jeunes filles qui n'avaient pas survécu au traitement. Rebecca Cartwright, Emma Singleton, Sarah Whitfield, Abigail Henderson, Margaret Ashworth, Virginia Thorne, Helena Pruitt. Catherine veilla à ce que chacune soit enterrée dignement, que leurs noms soient consignés, que leurs histoires soient racontées. Cette histoire nous rappelle que les pires horreurs ne sont pas surnaturelles, mais humaines. Elles naissent de l'obsession de l'apparence, de la dévalorisation de la vie et de systèmes qui protègent la cruauté lorsqu'elles portent le masque de la respectabilité. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si ce récit vous a marqué et que vous souhaitez d'autres histoires sombres, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec un amateur de mystère. Le passé recèle de nombreux secrets, et certains sont plus sombres que nous n'osons l'imaginer. À très bientôt pour la prochaine histoire.